Là où le sujet fâche, c'est quand on parle de la rue, Mais bien de sûr. la prière dans la rue qui bloque la Mais rue. bien sûr. Donc là, Alors, il peut y avoir un trouble à l'ordre public. D'où ma proposition ce matin à votre antenne de France Culture. Je pense que... oula, 8h35 les matins, France Culture. Non. La dernière fois que j'ai fait une proposition, c'était sur France Inter à 8h20 et j'ai proposé de lancer la première enquête sur les prêtres pédophiles en Europe. Et je suis en train de réaliser l'étude. Donc, généralement, quand je fais une proposition, je les assume et je les mène jusqu'au bout. La proposition, alors là, c'est pas de mon ressort, mais je fais une proposition en tous les cas. Je pense que pour des raisons d'ordre public, je pense qu'il faut former également des médiations interculturelles et des médiations interculturelles. Je pense qu'il faut des moyens, je pense qu'il faut une structure. Je pense que nous sommes dans un pays où l'État a toujours joué un rôle d'ordre public. Je pense et je propose qu'il y ait la création d'un secrétariat d'État à la laïcité et au culte. Mais ça, vous êtes candidat. Mais attendez, il y a déjà un ministre pour ça. Le ministre de l'Intérieur est chargé des cultes. Vous avez Alain Jarre absolument Flama, raison. professeur de Sciences Po. La seule oui, difficulté, Certes, oui. Bon, mais ça alors, veut dire- ça n'existe pas déjà, mais ça la difficulté, excusez-moi, c'est que il est certes ministre des cultes, mais il n'y a qu'un bureau central des cultes. Ils sont 5, dont une secrétaire à temps plein. Ils sont au plus bas niveau de la hiérarchie, ils n'ont aucun moyen. Ils sont sous-staffés, ils sont débordés. Connaissant le chef du bureau central des cultes et ses collaborateurs, ils n'en peuvent plus. Il faut que l'État prenne conscience de cette importance symbolique et nationale de la laïcité et des Alors, cultes. attendez, Il faut prendre conscience. Quelle serait la mission de ce secrétariat d'État dont vous demandez Un mot. que l'on vous y nomme toutes les affaires cessantes, Mais pas Olivier du tout. Bobineau? Non, pas du tout. Parce que vous l'avez compris, je ne garde pas ma langue dans ma poche. Et je pense qu'il faut, à un moment donné, un haut fonctionnaire, un membre du Conseil d'État qui ait aussi une capacité juridique, d'analyse juridique que je n'ai pas. Et voilà. Et je tiens à être plutôt poil à gratter extérieur, si l'on me permet cela. Autrement dit, et donc pour vous répondre, c'est très important, sa mission, ça tient en un seul mot, anti-choc des civilisations. Quel programme? Alors, Alain Gérard Slama, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Et puis, j'aimerais que nos- Je vous répondrai par une observation sociologique très simple, et qu'au fond la République a assez bien faite. C'est-à-dire que la coexistence dans l'espace public de différents cultes, qui se manifeste de manière ouverte, ce que Sarkozy appelle la laïcité positive, c'est un phénomène qui induit inévitablement des confrontations entre des détenteurs de vérité, dont chacun défend sa vérité avec passion. Autrement dit, c'est la négation même, si vous voulez, de l'idée de pacification de cet espace public. Et c'est en quoi, d'ailleurs, quand la commission, vous savez, sur le voile, avait débattu, il y avait un conflit entre Bobéro d'un côté et puis René Raymond de l'autre. Bobéro, curieusement, disait la neutralisation de l'espace public, ça veut dire que l'État ne soit pas neutre. Vous voyez? Et alors que Raymond, bien entendu, disait, mais votre thèse, René Raymond, est totalement de votre avis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre espace public et sphère privée, et que c'est à l'heure que d'imaginer que la loi sur la laïcité, la loi de 1905, voulait faire cette distinction en disant la religion doit être reléguée dans le fort intérieur et dans les murs, et puis hors les murs, pas de religion. En fait, quand même, l'expérience de la pratique républicaine est allée dans le sens de l'article 2. Et la neutralisation, c'est un État non neutre. Et c'est très important, qui protège, en quelque sorte, contre les religions. Alors moi, une administration des cultes, je veux bien, mais pour les contenir. Mohamed Collin, sur cette question. Ouais, moi, je crois que l'État aussi, il a un devoir pédagogique et de connaissance, parce qu'aujourd'hui, les citoyens, les jeunes citoyens connaissent de moins en moins le fait religieux. Et aujourd'hui, avec la coexistence du catholicisme, de l'islam, du judaïsme, par exemple, au mois de décembre, on accueille plusieurs fêtes interreligieuses. Hanouka pour les juifs, il y a eu Ashura, l'Hégire, pour les musulmans, il y a Noël, Nouvel An. Ça peut être un mois de symbole que l'État doit brandir. Ouais. Mais attendez, mais pour tous ceux qui quand même ne sont pas forcément très très attachés à cette question de la célébration religieuse, qui voient dans Noël la bonne occasion de manger une dinde, qu'est-ce que vous faites de cela tout de même? Est-ce qu'il faut absolument, là moi je rejoins Alain Jarre Slama, est-ce qu'il faut absolument se plier à l'idée que l'État devrait nous brandir des fiches pédagogiques pour célébrer le fait religieux? Et si j'ai pas envie de célébrer le fait religieux dans mon pays laïque de la loi de 1905, Olivier Bobineau? C'est de laïcité de proposition. Oui. Bah oui, mais... C'est-à-dire que... Non mais attendez, il faut savoir ce que c'est. Enfin, je sais pas, je vais pas faire du Habermas dans les années 80, mais quand même, la force de la proposition dans une société pluraliste, c'est quoi? C'est de permettre la confrontation et le développement des argumentaires. Bien. Pour éviter les fantasmes et les peurs, il faut quand même pouvoir délibérer et mettre des mots.
bien, pour coller à la réalité. Si on met de côté, si on ne forme pas, si on laisse les gens dans l'ignorance, c'est quoi? Eh bien, c'est le retour à la guerre des religions, protestants-cathos. Alors attendez, Olivier Willet, est-ce qu'il y a tout de même, je m'adresse aux sociologues que vous êtes, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même imaginer, pour comprendre ce qui se passe aussi, de dresser le constat suivant? Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement le phénomène suivant, de ce qu'aujourd'hui, les catholiques, les chrétiens ayant on va appeler ça comme ça, une espèce de baisse considérable d'intensité de la pratique religieuse, ne sont pas tout simplement un peu surpris de voir que d'autres religions sont à nouveau plus pratiquées que eux ne pratiquent la leur? Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre, une incompréhension de cet ordre-là? C'est-à-dire que tout d'un coup, une population catholique qui va beaucoup moins à l'église se rend compte qu'une nouvelle population sédentarisée, comme vous le dites, elle montre en tout cas un intérêt, ou semble montrer un intérêt plus grand pour pratiquer sa religion. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose qui permet d'expliquer la situation de tension? Alors, il faut faire une analyse sociologique, quelques mots, quelques processus. Clairement, il y a une désinstitutionnalisation du religieux, c'est-à-dire que les grandes institutions religieuses n'encadrent plus leurs croyants. 2% de pratiquants à la messe dans l'Église catholique, c'est plus rien, ou presque rien. Désinstitutionnalisation des grandes institutions. Mais d'autre part, effervescence, multiplication des proposition spirituelle sur un marché concurrentiel de la spiritualité. Là-dessus, il faut observer que dans l'islam, il n'y a pas de clergé en tant que tel. Il n'y a pas de forte institution. Enfin, je veux dire, certes, il y a en France le Conseil français du culte musulman, mais c'est pas quand même l'équivalent de l'Église catholique ou de la Conférence des évêques de France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à des individus qui bricolent, au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire qui font avec ce qu'on leur propose, qui articulent leurs croyances, leur spiritualité, leurs valeurs, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On voit que dans le cadre musulman, il y a une certaine visibilité. Je pense par ailleurs qu'il faut bien regarder où se développe l'islam. Il me semble qu'il y a un contenu et un message politique propre, qui est celui de la justice sociale. Alors, justement ce mais allez-y, Clémentine Autain. On a une femme qui est muette dans ce débat depuis 8h15. Alors... je ne suis pas du tout muette, Oui. j'écoute avec attention. Je voulais justement vous interroger sur le fait que cette montée du religieux, et notamment de l'islam, est-ce qu'elle ne prospère pas sur le vide politique? Et notamment quand on regarde les cartes, les endroits où ça s'implante, notamment dans les banlieues, dans les quartiers populaires, est-ce que finalement, ce n'est pas la panne politique qui est d'abord incriminé? Est-ce qu'on n'a pas là, dans le retour du politique, une des meilleures armes pour lutter contre l'intégrisme, et notamment l'intégrisme musulman? Allez, Mohamed Colin et Olivier Willet. Sinon, allez-y. Alors, de toute façon, je vais aller dans le sens... Sans mélanger, d'ailleurs, la pratique musulmane et l'intégrisme, il faut bien faire la différence. Je vais aller dans le sens d'Olivier Bobineau. C'est vrai qu'il y a une désinstitutionnalisation de l'islam en France. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, la figure de l'imam est complètement fragilisée. Et aujourd'hui, les jeunes vont apprendre leur islam sur Internet avec des chiites venus d'Arabie Saoudite. Et ça, c'est avec quand même, un islam si j'en complètement juge quand même, parce que décontextualisé. nous dit régulièrement Caroline Fourès à France Culture, c'est quand même assez catastrophique, disons-le clairement. Enfin, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses très, très, très étranges, non? Absolument. Voilà. Et c'est pour ça. Ouais. Donc ça d'une part. D'autre part, le retour religieux, on l'impute très souvent à l'islam. Mais c'est faux dans les quartiers. Il suffit d'aller dans les quartiers. Il y a une évangélisation dans les quartiers avec les migrants qui... voilà, ça aussi, il faut le dire. Ensuite, ce que je pense, il manque pour les musulmans, comme il a existé pour les catholiques au début du XXe siècle, un vrai mouvement d'éducation populaire. Et ça, il est là. Le vide, il se situe ici. Mohamed Telline, vous n'êtes pas intervenu. Oui, alors justement, il y a quand même un effet visuel, il ne faut pas l'oublier. On a l'impression qu'il y a une augmentation exponentielle de musulmans qui deviennent pratiquants, etc. En fait, c'est un mouvement d'ailleurs qui est à l'échelle du monde musulman tout entier. La France, comme les pays européens, ne sont qu'une caisse de résonance en réalité. Tout le boom des mosquées a commencé déjà dans les pays musulmans avant que ce soit une revendication ici, pour des raisons multiples. Deuxièmement, j'ai fait des statistiques là-dessus, qui sont publiées, sur justement le nombre de mosquées en France et le nombre de musulmans pratiquants selon les estimations minimalistes et les estimations maximalistes. Combien y a-t-il donc de musulmans pratiquants le vendredi,
c'est-à-dire le jour saint de l'islam, le vendredi à la mosquée. Alors bien entendu, entre 10 et 17%. Prenons les 17%. Eh bien, pour les 17%, en calculant sur les 6 millions de musulmans, vous savez qu'est-ce que ça vous donne 1,1% de place de l'espace culte pour les musulmans de France. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 200 000 mètres carrés d'espace culte, alors qu'il en faut 600 000 mètres carrés de plus. Pour accueillir et satisfaire correctement les gens qui veulent prier. Pour absorber cette foule de gens qui n'ont pas où aller faire la prière le vendredi, parce que les mosquées sont pleines. La mosquée de Paris, pratiquement, les gens font la prière sous la pluie. Mais attention, alors, à l'ambiguïté du propos, les mosquées sont pleines, non pas parce qu'il y aurait afflux, c'est qu'il n'y a pas assez de mosquées. Il n'y a pas assez de mosquées, c'est ce que je suis en train de dire. L'espace culte est très réduit. Par rapport, la demande est forte, mais Olivier Bobineau ne répond pas. Deux choses. La première, c'est pour aller pour comment expliciter, comprendre, éclairer les conversions à l'islam et les pratiques visibles, notamment en banlieue. En effet, je crois qu'il y a un vrai problème de contenu. La tradition musulmane aujourd'hui, et ça, ce sont les imams que je forme à l'Institut catholique de Paris. Je les forme à quoi? À la laïcité de la République. Bon, je forme des imams. Où cela, là où on a formé même écrit les curés, petit livre, un CNRS édition, formé des imams pour la République. L'exemple français. Voilà. En effet, ce que m'ont appris, moi, les imams que je forme depuis 4 ans maintenant, c'est qu'il y a une correspondance entre la soif de justice sociale de ces jeunes gens entre 18 et 35 ans, avec un abandon du politique et du discours politique en banlieue. Donc il y a un contenu, une convergence de contenu. Mais il y a une deuxième chose, elle est sociologique et anthropologique, si vous me le permettez, c'est ce que j'appelle, le zapping tribal et la sociabilité confinitaire. Ça veut dire quoi derrière ce jargon sociologique? Zapping tribal, ça veut dire qu'on a affaire à une phase aujourd'hui où les individus ne se construisent plus comme dans les années 80 en se référant sans cesse à eux-mêmes, leur propre finalité, leur propre moteur. Ils se construisent en petites tribus, en petits groupes. On a tous nos petits groupes, nos cocooning, nos zappings tribaux. Et pourquoi est-ce qu'ils se construisent comme ça? Parce qu'ils viennent se rassurer. Ils viennent partager avec les autres selon une sociabilité, selon un lien social, convivial, plus ou moins convivial. Ça passe aujourd'hui aussi par le net. Eh bien, ils viennent se rassurer dans leur construction identitaire dans un monde incertain. Et figurez-vous que, précisément, l'islam propose un cadre pour cela, c'est l'Oumma. C'est l'Oumma. C'est la communauté familiale, religieuse et politique et spirituelle. Elle propose un cadre, et en banlieue, je le vois, les faits. Y compris une espérance. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'espérance et bien sûr. de l'encadrement concret dans des quartiers qui ont quand même été désertés par l'implication, pour une part de l'éducation populaire, mais peut-être une panne, je dirais, plus qu'une parce qu'il y a quand même des mouvements d'éducation populaire implantés dans les quartiers, mais il y a quand même une panne là-dessus. Mais je pense que la panne est aussi profondément politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas frontalement s'attaquer aux formes d'intégrisme religieux, notamment ce que vous décriviez sur le net, mais en même temps, on voit bien l'impasse potentielle si on ne s'attaque pas à une autre forme de réponse du côté de l'espérance, du côté de la mécanique aussi des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, où on en est, comment on les fait vivre. Bien sûr, laïcité. Laïcité qui ne veut pas dire d'ailleurs pas de religieux. Bien sûr que parce que c'est ça la difficulté qu'on a, je pense, aujourd'hui en France, c'est que la laïcité, c'est pas zéro religieux nulle part, et on ne sait plus bien comment l'articuler. Mohamed Collin, vous voulez intervenir? Oui. Donc, je rappelle, cofondateur de saphirnews.com. Donc effectivement, alors il y a cette nouvelle forme de socialisation, sociabilité, donc de tribus. Je veux dire, ça ne pose pas de problème tant que ces différentes tribus arrivent à se mélanger et à se côtoyer. Et dans les quartiers, le gros problème, c'est l'enclavement et la ghettoisation. C'est le grand souci, c'est l'absence de mixité sociale. Et ça, c'est de l'ordre de la responsabilité de l'État. Et c'est sans doute ce que nous verrons demain aux 24 heures de France Culture en Seine-Saint-Denis, où toute la journée, justement, notamment entre autres depuis le lycée Sugère, il sera question évidemment de ces thèmes-là. Alain Gérard Slama, vous voulez intervenir? Je voulais juste poser une question. J'ai employé tout à l'heure le mot infiltration. Vous n'avez pas réagi. Il y a quand même aussi une manipulation justement de ces aspirations identitaires et communautaires. Dans quelle mesure, quelle place faut-il accorder à ces stratégies d'infiltration finalement? Ou stratégie de provocation, dire il faut prier dans la rue? Il faut prier dans la rue. L'islam, c'est l'islamisme radical qui exploite l'islam. C'est ça le problème. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette donnée?